Comment faire face aux grands défis de notre époque? L'anthropologue Philippe Descola nous éclaire à la veille de son tout dernier cours au Collège de France. Bonsoir Philippe Descola. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. C'est un plaisir de vous recevoir. Cet entretien s'inscrit dans le cadre du partenariat que TV5 Monde a noué avec le Collège de France. Vous êtes philosophe de formation, devenu anthropologue. Vous avez notamment étudié, et on va en parler pendant plus de 40 ans, l'écologie des Indiens Achuar en Amazonie. Vous êtes donc professeur au Collège de France depuis 2000, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature. Alors demain, le thème c'est qu'est-ce que comparer? Point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût de la leçon que vous allez prodiguer demain? C'est une leçon de conclusion d'abord, une leçon de conclusion du cours de l'année, qui s'intitulait « Qu'est-ce que comparer ?» et une leçon de conclusion aussi de mon enseignement au Collège de France, puisque je n'ai cessé de comparer depuis que je suis au Collège de France, mais même depuis beaucoup plus tôt, parce qu'un anthropologue, n'importe laquelle de ses propositions, elle est comparative. Ouais. Lorsqu'on va sur le terrain, nécessairement on compare, c'est-à-dire qu'on est plongé dans une société très différente de celle dans laquelle on a été élevé, et les réponses que cette société apporte aux multiples défis, petits défis parfois de la condition humaine, sont évidemment différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés. Et donc nous nous mettons en situation de comprendre pourquoi, dans une telle situation, par exemple, les Achuar que vous mentionnez, avec qui j'ai passé quelques années, font ceci, et pourquoi nous faisons cela. Et donc, au fond, l'anthropologie, c'est l'apprentissage de la différence et l'exploitation de la différence pour essayer d'en produire une analyse. Vous avez donné la définition de l'anthropologie, mais vous êtes titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature. C'est pas anodin. C'est quoi au juste, plus précisément? Alors, c'est un peu paradoxal, bien sûr, puisqu'on a traditionnellement défini en Occident la nature comme ce qui se déploie indépendamment de l'action humaine, comme ce qui est non humain. Or, il se trouve que c'est une notion qui a émergé en Europe assez tardivement et qui n'est pas du tout partagée par les autres civilisations. Et donc l'anthropologie de la nature, c'est la façon dont d'autres populations dans le monde, en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe historiquement, ont conçu les formes de continuité, de discontinuité entre humains et non humains. Alors justement, on va parler des Achuar que vous avez étudiés pendant plus de 40 ans. D'abord, peut-être, où se situe ce peuple? Il se situe en Amazonie, en Haute-Amazonie, à la frontière forestière de l'Équateur et du Pérou. Ils sont répartis de part et d'autre de la frontière. Ouais. Et ils appartiennent à un grand ensemble qui est assez connu parce qu'ils suscitent toujours la fascination qu'on appelle les Jivaros. Les Indiens Jivaros. Ils sont combien? Ils sont entre 8 et 10 000. Alors les Achuar, dites-vous, traitent les plantes et les animaux comme des personnes. On en vient au cœur du sujet. Ils traitent les plantes et les animaux comme des personnes. Absolument. Comment ça se matérialise? Alors ça se matérialise de différentes façons. D'abord par l'intermédiaire des rêves. C'est-à-dire que dans les rêves, les plantes et les animaux, sous forme humaine, viennent visiter les rêveurs et leur délivrer des messages. Ça peut être par exemple un plant de manioc qui va se plaindre sous la forme d'une jeune fille qu'elle a été plantée trop près d'une plante qui sert à empoisonner les rivières pour pêcher. Et donc elle accuse sa maîtresse en quelque sorte de l'empoisonner. Ça peut être un singe laineux qui vient visiter un chasseur pour lui dire « demain je serai à tel endroit ». Et donc c'est un présage de chasse. Et les Achuar pensent et disent qu'au fond aussi les non-humains, les plantes et les animaux se voient comme des humains. Il n'y a pas de raison de ne pas considérer qu'ils ont un point de vue qui compte aussi. Et une autre façon de communiquer avec eux, c'est par des incantations magiques qu'on chante mentalement pour s'adresser directement à l'âme de son destinataire. Et les plantes et les animaux sont réputés comprendre ces discours de l'âme. Autrement dit, il y a une catégorie, en Achuar ça se dit « ants », c'est une catégorie qu'on peut traduire par personne. Alors si on comprend bien, vous nous dites que ce que nous enseignent les Achuar, c'est qu'il est temps de penser à un autre monde qui n'exclurait pas l'eau, l'air, les animaux, les plantes. Absolument, dans laquelle la nature n'est pas une sorte de totalité extérieure aux humains que l'on peut transformer en ressources, que l'on peut piller et détruire à volonté, comme on l'a fait libéralement depuis quelques siècles, mais au contraire, c'est un
ensemble d'êtres, de relations, de processus avec lesquels les humains sont en continuité directe. Mais à l'époque, dans les années 1960 et 1970, le danger quand on parle d'environnement, c'est pas forcément le réchauffement climatique, c'est plus le nucléaire. Vous, qu'est-ce qui vous amène à cette région du monde, à la Haute-Amazonie? Mais moi, ce qui m'intéressait précisément, c'était de comprendre la façon dont les Achuars établissaient des liens avec leur environnement. C'est une société qui avait accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, et donc elle utilisait toutes les techniques traditionnelles encore. Il n'y avait pas de salariat, il y avait très peu d'outils métalliques, et c'est ça qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre au fond comment cette société avait inclus dans la sphère sociale, dans sa vie sociale, des plantes et des animaux, des esprits, comme des partenaires avec lesquels on doit négocier. C'est pas de l'irénisme, parce que les animaux, on les chasse aussi. Ouais. Et les plantes cultivées... On en vit, bien sûr. Mais on les traite comme des personnes, c'est-à-dire comme des interlocuteurs, et non pas comme des objets inanimés, disons. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les Achuars? On a tendance à penser en premier lieu aux parasites, aux virus, aux bactéries. Vous dites que les parasites, ils sont parfois tout autres. Les parasites, ils sont surtout humains. C'est-à-dire ce sont les grands projets de développement agricole. Je ne parle pas uniquement des Achuars, mais de l'ensemble de l'Amazonie. Il se trouve que les Achuars vivent dans une partie de l'Amazonie qui est pas très loin des Andes, et où les routes progressent, et où donc des compagnies de palme à huile, des compagnies pétrolières, des compagnies orifères sont des barrages aussi. Des barrages. Alors dans cette région, c'est pas vraiment un problème, ça c'est vraiment le grand problème du Brésil. Sont en train de dévaster des territoires qui avaient été façonné d'une certaine façon par les humains. Peut-être faut-il insister là-dessus. L'Amazonie, on voit ça comme le dernier espace vierge à la surface de la Terre. En réalité, les populations amérindiennes, depuis des millénaires qu'elles pratiquent des techniques de culture sous couvert forestier, ont transformé la forêt, ont transformé les sols, ont modifié la composition et les répercussions s'en font sortir très loin. Des scientifiques ont réussi à démontrer que les incendies et la sécheresse en Californie étaient liés à la déforestation en Amazonie. Alors, on parle beaucoup à l'inverse aussi, quand on essaye de trouver une date pour le début de l'Anthropocène, on parle beaucoup de la dépopulation. Vous savez qu'à peu près 90% de la population amazonienne a disparu en un siècle au moment de la conquête, à la fois du fait des exactions, mais surtout des maladies infectieuses. Et avec cette disparition, en fait, la forêt a été beaucoup moins exploitée, et par conséquent, la production d'oxygène a remonté et a permis d'empêcher une expansion, pendant quelque temps en tout cas, des gaz à effet de serre. Donc des effets tout à fait en apparence secondaire de ce qui a été un massacre épouvantable, un génocide. Vous parliez tout à l'heure du génocide au Rwanda. C'est un véritable génocide qui s'est passé et qui a continué d'une certaine façon pendant longtemps, et qui maintenant se transforme en écocide, qui est une forme de génocide aussi, puisque en détruisant les conditions de vie des populations amérindiennes, on détruit aussi leur forme d'existence, à la fois dans les rapports qu'ils entretiennent avec l'environnement, et puis aussi matériellement, puisqu'ils n'ont plus rien pour vivre. Merci beaucoup Philippe Descola, anthropologue de la nature, d'être venu sur notre plateau. Demain, dernier cours donc de clôture au Collège de France, mais ce ne sera pas le dernier entretien pour nous à TV5 Monde avec vous. Vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous. Merci.